Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Congé parental facilité pour les hommes, les pères de famille, réaffirmation du droit à l'avortement, renforcement des mesures en matière de parité dans les entreprises et les partis politiques. Voilà les principales mesures discutées en ce moment à l'Assemblée nationale autour de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Quels en sont les enjeux, les limites? Voilà les questions que nous allons poser à notre invitée aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes. Oui, les inégalités professionnelles sont d'ailleurs la priorité des priorités dans ce projet de loi qui couvre l'ensemble des inégalités telles qu'elles se manifestent aujourd'hui dans la société entre les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que les inégalités professionnelles sont celles qui touchent le plus massivement les Françaises et les Français. Et la nouveauté de ce projet de loi, c'est de prendre en considération l'inégale répartition des tâches domestiques et en particulier des responsabilités parentales comme un facteur d'aggravation des inégalités professionnelles. On sait bien que si les femmes sont payées moins que les hommes encore aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elles ont des carrières différentes de celles des hommes, qu'elles interrompent plus fréquemment, plus longuement, ce qui leur porte préjudice au final dans les rémunérations, dans l'accès aux responsabilités, dans les promotions, d'où la réforme du congé parental qui est l'un des points forts de ce projet de loi qui vise à mieux partager entre les hommes et les femmes ces interruptions d'activité liées à l'arrivée des enfants. Notre objectif, il est simple, il est de faire la parité partout. Est-ce que c'est réaliste? Parce que finalement, on a l'impression que le monde politique en France est quand même extrêmement sexiste. Le reste est dû au fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes métiers. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes carrières. Et d'une certaine façon, dans la vie politique, ces différences-là, ces stéréotypes qui entourent les hommes et les femmes, poursuivent aussi le personnel politique. Et donc, les femmes politiques sont aussi vécues un peu différemment des hommes politiques. Il ne leur est pas demandé exactement la même chose. Est-ce qu'il faut appeler ça du sexisme ? Pas toujours. Parfois c'est désagréable, parfois c'est juste anodin. Mais en tout cas, c'est clair que ça n'est pas tout à fait la même chose d'être homme ou d'être femme quand vous vous présentez à une élection, quand vous candidatez pour être à la tête d'un parti. Et c'est aussi cela qu'il faut savoir faire évoluer pour qu'on considère enfin les individus à raison véritablement de leurs compétences et de leurs talents et plus de leur sexe qui les enferme. Bonjour à tous et bienvenue aux Antigones. Le sujet de ce soir est le bilan quinquennal d'Hollande, effectué par le ministère de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Bilan que nous retracerons au travers du livret Les chiffres clés, effectué par monsieur Jean-Philippe Vinquant, délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour traiter ce sujet, j'ai avec moi Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Isabelle. Alors l'objectif de cette séance, ça va être de commenter ce bilan, mais d'en tirer surtout les grandes lignes directrices. Un petit mot, Sarah ? Oui, il me semble très important de rappeler à nos auditeurs que nous ne faisons pas ce bilan pour faire un bilan, mais on fait un bilan pour poser des enjeux qui vont s'inscrire dans une dynamique de long terme et qui se confirmera, il me semble, sous le gouvernement que nous avons actuellement, sous la présidence Macron. On va peut-être revenir déjà sur l'existence d'un ministère à proprement parler des droits des femmes. Justement, il me semble que c'est très important pour les auditeurs, encore une fois, qui nous écoutent, avant de critiquer le rapport en lui-même, de remettre en question la pertinence d'un ministère propre aux droits des femmes. Tout de suite, ça impose une segmentation, un cloisonnement des enjeux spécifiques féminins à une sphère dédiée aux droits des femmes. Les questions qui touchent aux femmes sont des questions transversales, qui touchent l'ensemble de la société. Pour améliorer les conditions féminines dans la sphère du travail, il faut un ministère du travail compétent et pas un ministère des droits des femmes qui s'arroge et qui s'empare de ce sujet. Il faut au contraire que les ministères, tous ensemble, traitent en harmonie les questions qui touchent aux femmes, puisque les femmes, il semblerait aussi bon de le rappeler, ne sont pas une minorité opprimée. On représente 50% de la société. On va dire cette attitude gouvernementale de segmenter la question des femmes à une seule sphère est assez lointaine puisqu'elle remonte à au moins Giscard d'Estaing.
donc sous la présidence Giscard d'Estaing, qui a créé pour la première fois un secrétariat dédié à la condition féminine. Par la suite, sous Mitterrand, en 1981, ce secrétariat des droits des femmes s'est muté, entre guillemets, en ministère des droits des femmes, dans lequel notamment Simone de Beauvoir a travaillé. Enfin, le fait de transformer ce secrétariat en ministère introduit, là encore une fois, un certain biais, puisque un secrétariat d'État et un ministère ne pèsent pas le même poids au sein d'un gouvernement et n'a pas la même portée politique. Par la suite, ce ministère s'est confiné au secrétariat d'État pour entamer une résurrection, on va dire, sous la présidence Hollande en 2012, qui a nommé Najat Vallaud-Belkacem au ministère des droits des femmes en 2012. Alors, ce ministère n'a duré que 2 ans. Donc, en 2014, il a été rattaché au ministère des Affaires sociales. Et en 2016, ce secrétariat d'État a été rattaché au ministère de la Famille et de l'Enfance. Et puis donc du coup finalement ce bilan émane à la fois donc d'un ministère qui a duré 2 ans de Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi donc de ce ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Et aujourd'hui, on a donc un secrétariat d'État. Tout à fait. Donc Monsieur Macron a voulu avec Édouard Philippe recréer encore une fois un secrétariat d'État dédié aux femmes. Cette fois-ci, le prisme est éminemment critiquable puisque le secrétariat d'État s'intitule le secrétariat dédié à l'égalité entre les hommes et les femmes. Là où le ministère de 2012 des droits des femmes avait pour qualité d'être flou, on va dire ça comme ça, là, la condition féminine n'est vue que sous le prisme de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien au contraire, parfois, protéger les femmes, ça suppose des discriminations et ça suppose d'instaurer des inégalités protectrices. Dans la vision très économico-centrée de Monsieur Macron et du gouvernement Philippe, l'amélioration de la condition féminine ne passe que par une égalité dite intégrée avec les hommes. C'est un terme qu'on retrouve dès 2013, loi dite égalité femmes-hommes, dans lequel on définit cette égalité intégrée. Alors là aussi, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs qu'on considère qu'il y a donc 3 vagues d'égalité qui se sont succédées dans le temps. L'égalité devant les droits qui ont été revendiquées en premier lieu, puis une égalité de fait. Donc l'égalité devant les droits se distingue de l'égalité de fait dans ce que justement l'égalité de fait cherche à compenser des inégalités existantes. Et enfin aujourd'hui, suite à 2013, on est passé à une égalité intégrée, c'est-à-dire une égalité qui alterne entre une égalité de fait et une égalité de droit. Le problème, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'on a affaire à une égalité de droit ou à une égalité de fait, et que c'est l'arbitraire qui va déterminer quand est-ce qu'on est dans une égalité de droit ou une égalité de fait. Et plus qu'un arbitraire, c'est surtout l'argument économique. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans ce bilan, puisque dès son introduction, M. Vincent rappelle cette égalité intégrée comme objectif et rôle justement de son secrétariat d'État, sans donner aucune définition à proprement parler de cette notion d'égalité intégrée, mais immédiatement, il traite de la question de l'égalité salariale comme une absolue nécessité et comme premier domaine d'action de l'État, alors même que toutes les femmes ne sont pas salariées et qu'il y a un certain nombre d'autres problématiques qui sont passées un petit peu sous silence. Notre propos ne consiste absolument pas en dire que l'injustice salariale plutôt que l'inégalité salariale n'est pas un problème. Bien évidemment, il faut le traiter et bien évidemment, il faut payer le même salaire à une femme à compétences égales et à travail égal avec un homme. On remet absolument pas en question cette revendication, mais ce qu'on souhaite critiquer à travers cette vision très économico-centrée de l'égalité entre les hommes et les femmes, nous fait rappeler bien évidemment que au sein de ce rapport, il est beaucoup question d'économie, puisque sur 7 chapitres que comporte donc ce rapport, il y en a seulement 3 qui ne traitent pas directement des questions économiques, à savoir la santé, la formation et les violences faites aux femmes. Mais même au sein de ces chapitres, on retrouve encore une fois des bribes d'économique. Et c'est en cela qu'on peut parler, je pense, d'une égalité très capitaliste, ou en tout cas d'une conception très capitaliste de l'égalité. Et très salariale, très tournée vers le travail. Alors du coup, on va démarrer par le commencement de ce rapport qui traite au premier lieu de la question de la formation et de l'éducation des femmes. Il est noté que les femmes sont premières dans les résultats de notes, elles sont en grande partie présentes à quasiment part égale dans les cursus généraux. Mais le rapport note à regret qu'elles ne sont pas présentes dans les filières d'apprentissage technique concernant notamment le bâtiment, la construction. Donc le rapport note, et là je vais le citer, qu'il n'y a que 14% des filles qui s'orientent vers des formations de production, soit
10% des effectifs dans le domaine de la forêt et des espaces verts, 2% dans la mécanique, l'électricité et l'électronique, et 1% dans la construction et la couverture du bâtiment. Et c'est ce que regrette le rapport, puisqu'il note aussi que c'est justement ces choix d'orientation qui vont faire des parcours scolaires différenciés et qui vont finalement créer des différences entre les hommes et les femmes, puisque quand il s'agit de production ou d'apprentissage, les femmes se tournent majoritairement vers l'habillement, le textile ou le cuir à hauteur de 90%. Cette idée finalement de vouloir mettre à hauteur de 50% les femmes dans l'apprentissage est non seulement un nivellement, mais c'est aussi quelque chose de dangereux parce que ça nie le choix des femmes. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une égalité qui est proposée, et encore, faudra-t-il déterminer ce qu'est vraiment l'égalité, ou en tout cas, c'est vraiment une égalité vue comme le nivellement général. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment critiquable, et c'est quelque chose qui parcourt toute la société, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est la différence. Puisque, en fait, on perçoit aujourd'hui l'égalité comme étant la mêmeté. Aujourd'hui, l'égalité, ça, c'est le même. C'est être la même chose que l'autre, et c'est nier complètement les différences. Et donc, dans cette perspective du même et de cette haine de la différence qui imprègne de part en part notre société, le choix des femmes se retrouve donc nié, comme tu viens de le dire très bien, Isole. Et cela sous-entend de manière assez vicieuse que les femmes sont incapables d'avoir de la moindre jugeote, pour le dire de manière assez rapide, et que d'une certaine manière, tous les choix que feraient les femmes devraient être orientés, on devrait aider à orienter le choix des femmes et ne pas leur laisser le choix au final, puisqu'il faudrait remplir un nombre de quotas. Donc, d'une certaine manière, par ce biais-là, c'est très infantilisant. C'est une infantilisation des femmes par le gouvernement. Et ça décrédibilise les femmes qui font soit le choix d'avoir un parcours classique, soit le choix d'avoir une vocation plus particulière et plus spécifique. Parce que les premières se retrouvent décrédibilisées parce qu'elles choisissent un parcours classique et donc elles n'ont pas la moindre jugeote et donc elles sont allées en L parce que les femmes, c'est fait pour aller en L, dit-on. Et d'une certaine manière, les secondes sont aussi décrédibilisées puisque l'audacité dont elles font preuve devient la norme. Et il est vrai qu'on cherche à faire de ce qui est de la marge une norme. Et on ne reconnaît plus les parcours féminins qui diffèrent des autres. On ne cherche pas à les reconnaître. On cherche au contraire à y insérer le maximum de femmes sans prendre en considération justement ce désir particulier, cette vocation particulière que pourrait avoir l'une d'entre elles. Et c'est tout à fait regrettable. Et c'est d'autant plus regrettable que ça n'est pas sans conséquence. Parce que là, on traite de la question de la formation, mais quand on va un petit peu plus loin dans le rapport, on tombe sur les chiffres concernant la santé. Et là, les chiffres concernant la santé sont très clairs. Une femme a une espérance de vie plus longue qu'un homme. Mais cet écart a tendance à se raccourcir, note le rapport. Et il indique que la raison sont notamment les conditions de travail similaires entre les hommes et les femmes, comme par exemple le fait d'être soumis au stress. Par ailleurs, il note que les ouvrières ont une espérance de vie moindre que les femmes cadres. Et là, on peut simplement, là encore, s'interroger sur la volonté de ce gouvernement, puisque quand on parle de ces 1% de femmes dans la construction ou la couverture du bâtiment, on parle en général de femmes qui seraient ouvrières. Et donc vouloir mettre 50-50% de la société dans chacun des cursus, c'est aussi nier finalement la difficulté que recouvrent certains métiers. Alors qu'il aurait peut-être été préférable de chercher à vraiment travailler sur les conditions de travail de ces métiers de l'apprentissage et de la production. On voit carrément la priorité du gouvernement, qui n'est pas de régler le problème des conditions très difficiles que peuvent subir certaines personnes exerçant certains métiers, comme dans le bâtiment, dans la plomberie, etc., qui peuvent être des conditions très difficiles, pouvant parfois engendrer des maladies professionnelles, mais de mettre à tout prix 50-50 femmes-hommes dans tous les métiers possibles, autant que faire se peut. Il y a autre chose qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve véritablement ce côté travailliste, puisque l'enseignement même des femmes est vu comme l'enseignement des femmes et des hommes, en fait, l'enseignement des enfants est vu comme ayant vocation à être un métier à terme, et que cette qualité d'enseignement n'a pas d'autre issue qu'une professionnalisation. Alors même qu'il me semble que, là encore, le parcours scolaire est essentiel pour la formation de l'individu qui, bien sûr,
est beaucoup plus large que le travail, puisque un citoyen formé, c'est un citoyen qui va pouvoir être actif, réactif et qui va surtout pouvoir être libre. Et là encore, ce n'est pas la liberté qui est recherchée, mais bien une égalité du même 50-50 de manière complètement ridicule. Et cette ambiance travailliste, on la retrouve tout au long du rapport, et notamment, on peut voir que les femmes sont a priori performantes de par leurs résultats scolaires, mais aussi du fait qu'elles sont en meilleure santé que les hommes, et pourtant, on a des écarts de carrière. Et ces écarts de carrière sont dénoncés par ce rapport, et qui le source notamment du fait que les femmes vont avoir tendance à interrompre leur carrière et à préférer des temps partiels. Et c'est ça que cherche à combattre notamment l'égalité femmes-hommes. En disant clairement que ce n'est pas bien que les femmes prennent plus de temps partiel que les hommes, puisque en général, quand elles prennent des temps partiels, c'est pour s'occuper de leurs enfants. En fait, ça sous-entend que le fait de s'occuper de ses enfants, c'est quelque chose de secondaire. Et qu'on peut se réaliser que à travers le travail, et que surtout, de toute façon, il y aura toujours des structures pour accueillir vos enfants, que ce soit la garderie, l'école, etc. Donc, en fait, le soin et l'éducation de la génération à venir, parce que c'est ça en quoi ça consiste, éduquer des enfants, est vu comme quelque chose de secondaire. C'est quand même emblématique d'un certain, on va dire, d'un certain état d'esprit qui traverse notre société et qui veut que les enfants soient coupés de leurs parents et qu'on puisse caser ses enfants le plus tôt possible à l'école, puisque de toute façon l'éducation est apparemment une compétence étatique. En effet, le rapport mentionne que la maternité est un frein structurel qu'il convient de lever, comme les nombreux freins structurels qui empêchent l'embauche des femmes, dans lesquels on trouve aussi la question des stéréotypes. La maternité est vue comme un frein, c'est-à-dire que ça n'est jamais traité comme une spécificité féminine à part entière, c'est traité tout au long du rapport comme une problématique, un frein auquel il faudrait trouver une solution. Et alors là, les solutions s'enchaînent, notamment un congé parental qui a été réduit, notamment la mise à disposition de gardes pour essayer de permettre aux femmes de retourner plus vite sur le marché du travail pour que cette maternité ne soit plus un frein. Et du coup, effectivement, ça fait passer au second plan tous les aspects de la vie sociale qui font un homme. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et on comprend de ce rapport, qu'une femme n'est que son travail et sa présence dans le travail. Or, elle ne donne pas les résultats attendus puisqu'elle prend des temps partiels. Et ce qui est encore aussi intéressant, c'est que toutes ces problématiques économiques sont traitées autour du prisme du salariat et de l'accessibilité à des postes de responsabilité. Ce qui, là encore, ne comprend pas toutes les femmes. Oui, c'est une vision très bourgeoise du corps salarial féminin, puisque on a l'impression que les cadres sont très importants dans la société, qu'ils représentent une part importante de la population dans la société, notamment à la télévision. En général, 70% des gens qui passent à la télé sont des cadres. Donc ils occupent 70% du temps à la télévision, ce qui est non négligeable, alors que dans le même temps, ceux-ci ne représentent que 17% de la population française. Seulement 17% de la population française est cadre. Et dans le même temps, les 50% de la société que sont les employés et les ouvriers, ils représentent la moitié de la population, passent sous la trappe. Donc le gouvernement en entre-soi, puisque la composition du gouvernement, c'est rarement des ouvriers qui accèdent au poste ministériel, ne s'occupe en fait finalement que de leur propre milieu social, où ils oublient en fait la réalité et le quotidien de la majorité des femmes et de la majorité des Français en général. Et c'est d'autant plus vrai que on retrouve cette même idée au travers de la notion du congé parental, puisqu'on considère que les femmes n'ont pas à interrompre leur carrière pour pouvoir être productives dans la société et que ces congés sont une problématique financière et fiscale. Ils ne pensent pas, là encore, à toutes celles qui sont contraintes et forcées à retourner sur le marché du travail pour subvenir à leurs besoins. Et là, je pense à un exemple tout simple, mais les femmes qui sont puéricultrices passent plus de temps avec d'autres enfants que les leurs. Mais c'est aussi le cas de d'autres professions, où là, on peut penser par exemple aux chauffeurs de bus, qui est un travail très pénible, ou aux caissières, là encore, qui fait partie des travaux très difficiles physiquement, ou peut-être que si on les avait interrogées, elles auraient préféré passer un petit peu plus de temps avec leurs enfants. Et là, la question n'est pas posée, c'est-à-dire qu'on doit retourner au travail pour, soi-disant, des postes à responsabilité, mais je ne vois pas bien quelle progression peut-il y avoir quand on est conductrice de bus, par exemple.
Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Isole, il est quand même assez inquiétant de ne pas voir les répercussions de la loi Macron, par exemple, sur le quotidien des femmes dans ce rapport. Le fait d'enfermer les problématiques féminines dans un ministère qui est propre et de ne pas avoir une vision transversale des problématiques féminines, puisque, je le répète encore une fois, mais les problèmes que rencontrent les femmes ont des répercussions sur l'ensemble de la société. Le fait de cloisonner les problématiques féminines dans un ministère interdit de voir de manière plus large ce que les lois émanant d'autres ministères peuvent avoir sur les répercussions féminines. Donc la loi Macron n'y est pas traitée, puisque de toute façon la loi Macron, comme elle a été faite dans le ministère de l'économie, n'a a priori pour le gouvernement et pour les politiques, n'a pas de répercussions sur les femmes et ne touche pas les femmes. En effet, on n'y trouve pas la loi Macron, et comme tu le signalais très bien, ça touche énormément les femmes, puisque la loi Macron a pour, entre autres mesures, ouvert le travail le dimanche dans les zones touristiques nouvelles, et 80% des emplois de ces zones touristiques nouvelles sont faits par des femmes. Et là, personne ne se pose la question de savoir justement comment leur vie de famille peut être gérée, comment ça a des répercussions sur leur vie. Et en effet, on pense à cette loi Macron, mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi la loi El Khomri, qui dite la loi travail, qui va avoir un impact crucial sur les femmes de par l'assouplissement des mesures de protection du droit du travail. Et tout ça n'y est pas. Ça fait partie des choses où vraiment, là pour le coup, une mesure, des chiffres d'impact auraient été nécessaires et nous n'y trouvons rien. Et c'est en ça que le rapport est lacunaire, c'est qu'il ne traite pas de la question des violences économiques, où les femmes sont souvent, malheureusement, les premières victimes. Au-delà des violences économiques, ça nous permet de faire une super transition. Le rapport traite aussi de choses un petit peu plus spécifiquement féminines. La maternité n'en fait évidemment pas partie, puisqu'elle est considérée comme un simple obstacle structurel. Mais le rapport va traiter de 2 points, les violences faites aux femmes, violences particulières, et la santé féminine. Donc, ce sont par ces 2 axes qu'on va vraiment avoir le traitement de ce qui pourrait sembler être des spécificités féminines. Et là encore, c'est très lacunaire. On va commencer un petit peu par les questions de santé avant de passer aux questions de violence. Il y a un chiffre assez important qui est celui des femmes utilisant les méthodes naturelles et qui représente 9% de la population française. Il y a 9% des femmes françaises qui utilisent ces méthodes naturelles. Et ce que l'on remarque, c'est qu'elles sont moins sujettes à l'IVG. Exactement, parce que là encore, nous avons les chiffres de l'IVG de ce rapport qui notent qu'une femme sur 3 en métropole serait en situation de faire un IVG, ce qui est énorme. Et le rapport continue en notant que 64,1% des femmes ayant recours à cette IVG utilisaient un moyen de contraception pour éviter une grossesse, soit quasiment 30% utilisaient la pilule et 16% un préservatif. Et le rapport conclut de manière mais complètement aberrante, je pense qu'on sera toutes les deux d'accord pour dire ça, c'est que, je le cite, « La cause d'une grossesse non désirée réside plus dans un oubli de pilule qu'un mauvais usage du contraceptif, préservatif notamment, que dans l'absence de contraception. » Donc là, je pense que ça appelle un petit commentaire quand même. Oui, en fait, là, on suppose que les femmes sont incapables de prendre une pilule correctement. Et encore une fois, on retrouve la même posture d'infantilisation de la part du gouvernement, puisque si les femmes tombent enceintes, c'est parce qu'elles ont mal utilisé la pilule. Or, je pense qu'il faudrait plutôt remettre en question l'infaillibilité supposée de la pilule, qui, il me semble, n'est pas si fiable que ça, puisque une femme sur 10 utilisant normalement la pilule tombe enceinte. Donc en fait, je pense qu'il faudrait plutôt remettre en question notre manière de penser la sexualité et de la concevoir, mais aussi de nous reconnecter à notre corps, puisque en fait, on constate que les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas sujettes à l'IVG, enfin qui sont moins sujettes à l'IVG, sont des femmes qui utilisent les méthodes naturelles. Et ça s'explique de manière très très claire et très cohérente. C'est parce que ces femmes-là ont en général une sexualité, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus responsable. Et elles se reconnectent à leur corps, elles savent repérer leur période d'ovulation, etc. Donc ce qui fait que, logiquement, elles sont moins sujettes à l'IVG puisqu'elles connaissent leur corps, et ce, bien plus que celles qui utilisent les pilules, puisqu'elles séparent leur désir de leur corps.
Exactement, et c'est surtout que elles, comme tu le disais à très juste titre, elles ont l'impression que cette méthode de contraception est infaillible. Or là, évidemment, cette méthode de contraception n'est pas infaillible et elle rend les femmes très démunies suite à une grossesse puisqu'elles étaient persuadées que la technique allait les en séparer. Et quand ça arrive, on a des femmes effectivement démunies. Parce que là, on traite d'un acte sexuel. Il faut rappeler quand même qu'il faut être 2 pour faire un acte sexuel. Or, les grossesses non désirées sont entièrement mises sur le dos des femmes. Et le rapport ne traite pas justement du fait qu'il faut être 2. Et donc, on a des chiffres complètement biaisés par une volonté presque de lobby pharmaceutique. La consommation de pilules, c'est bien, c'est une bonne chose. Et il faut se féliciter que la France soit la première consommatrice de ces méthodes, coûte qu'en coûte de la vie d'une femme. Les chiffres ne traitent pas du tout de l'impact de cette pilule contraceptive notamment sur les femmes, d'un point de vue de la santé là justement, puisque 41% de femmes en 2013 prennent la pilule contraceptive. C'est un médicament qui est quand même ingéré par les femmes, qui comporte des risques thromboemboliques et on noterait a priori près de 20 décès par an dus à cette contraception. Or là, la contraception n'est traitée que comme une avancée, un progrès, sans aucunement voir tout ce que ça peut contenir. Sur la question toujours de l'IVG, je pense qu'on a quelque chose qui fait preuve d'honnêteté pour le coup de la part de ce rapport. C'est l'impact de la loi du 4 juillet 2001 qui entre autres a allongé le délai de l'IVG de 10 à 12 semaines. Et on note que cet allongement du temps n'a eu aucun effet sur l'augmentation du taux d'IVG. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, cette mesure était davantage une mesure purement politicienne qu'une mesure qui allait véritablement aider les femmes, puisque, comme le dit très bien le rapport, et on peut saluer son honnêteté cette fois-ci, le mentionne très bien, il n'y a eu aucun impact sur l'évolution des chiffres de l'IVG. Donc, ce qui montre bien que cette loi qui a été portée par les féministes, il faut le rappeler, était davantage un faire-valoir et une vitrine pour leur mouvement et leurs revendications en général, plutôt qu'une véritable mesure qui allait aider les femmes. Et du coup, alors par contre, on a un autre point sur les questions de santé qui sont les maladies spécifiquement féminines. Donc on y trouve les chiffres absolument énormes des femmes atteintes du cancer du sein et celui des femmes atteintes du cancer du col de l'utérus. Donc là, les chiffres font assez peur avec des nombres de décès très importants qui ont diminué, nous explique le rapport, qui ne traite d'ailleurs que de l'incidence du cancer sur les femmes. Et donc de la diminution des décès. Mais là encore, je pense qu'on peut s'interroger valablement en matière de santé publique. Y a-t-il plus ou moins de femmes sujets à ces cancers ? Ce serait peut-être une vraie question aussi, parce que l'incidence d'un cancer sur le corps n'est compris que comme l'avènement de séquelles handicapantes irréversibles. Donc si vous avez eu un cancer du sein et que vous êtes finalement, vous en sortez pas trop mal sans séquelles irréversibles, eh bien on considérera que cette incidence est nulle. Et nous n'avons pas de chiffres justement sur l'augmentation ou même la diminution potentielle de ces cancers, alors même que c'est un problème public, qu'on en aurait attendu des résultats pour savoir s'il n'y a pas des choses à faire, si c'est pas environnemental, si c'est pas justement dans notre mode de vie. Et il n'y a aucune donnée là-dessus. On ne traite que de l'incidence et des progrès finalement médicaux sur ces cancers. Et en cela aussi, on nie la souffrance des femmes réelles durant ces maladies, puisque, comme tu viens de le dire très bien, Isole, si une femme s'en sort presque sans séquelles d'un cancer, on va considérer l'incidence de ce cancer comme nulle. Or, il me semble que durant toute la période qu'a traversée cette femme, elle a beaucoup souffert, et cela n'a pas été pris en charge par les politiques publiques et par les autorités sanitaires, ou en tout cas de manière très limitée, et non soutenue dans le temps. Donc là, on voit aussi encore une fois une rationalisation très extrême des cancers qui ne deviennent plus que des chiffres en fait. Il n'y a plus de subjectivité derrière, on ne parle plus de personnes, on parle de chiffres. Puis bon, donc on a quand même d'autres chiffres sur les maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 fois plus de femmes que d'hommes sont atteints par la maladie d'Alzheimer. Évidemment, il n'y a pas de recherche a priori sur les raisons, ou du moins en tout cas le rapport n'en traite pas. On trouve aussi la grande quantité de psychotropes qui sont ingérés par les femmes tous les ans. Là, les chiffres aussi sont très impressionnants. On peut voir que la santé des femmes, la santé mentale des femmes aujourd'hui n'est pas très bonne. Et cette consommation ne fait qu'augmenter année par année. Donc c'est peut-être aussi, là encore, un problème de politique publique qui ne semble pas, en tout cas, être traité. Enfin, ça n'apparaît pas dans les conclusions.
Et puis ensuite, il y a les grands absents de toute cette pensée médicale. Je pense par exemple qu'il n'y a aucun mot sur la maladie de l'endométriose, qui touche quand même une femme sur 10, avec des séquelles très importantes qui peuvent aller jusqu'à la stérilité, qui est une maladie extrêmement douloureuse, alors même que Julie Gaillet s'était faite plus ou moins porte-parole cette année de la semaine de l'endométriose en mars. Oui, et d'une certaine manière, c'est assez normal, entre guillemets, dans leur vision des choses, puisque l'endométriose est une maladie civilisationnelle. C'est une maladie qui a pour source l'exposition à la pollution, notamment en milieu urbain, le fait d'ingérer aussi beaucoup d'OGM, de pesticides à travers les aliments que l'on mange, et aussi à travers les perturbateurs endocriniens qui là se trouvent plus particulièrement dans les produits cosmétiques et dans le maquillage. Donc ce sont vraiment c'est vraiment une maladie civilisationnelle, une maladie moderne qui n'existait pas il y a encore quelques décennies. Donc en fait, pour pouvoir pallier cette maladie et endiguer l'expansion de celle-ci, il faudrait remettre en cause de manière radicale notre manière de vivre, notre mode de vie occidental, mais il me semble que ce ne sera pas à l'ordre du jour avec ce gouvernement, et ce n'était pas également à l'ordre du jour sous le gouvernement de Monsieur Hollande. Donc je pense que cette maladie, malheureusement, ne pourra pas être traitée de manière efficace. Là encore, on parle de spécificité féminine et de santé féminine, et pendant qu'il y en a qui se battent pour avorter, il y en a qui se battent pour concevoir. Et là encore, on ne trouve ni chiffres concernant les fécondations in vitro, ni chiffres concernant les fausses couches, rien qui justement permette d'essayer en tout cas de quantifier une santé féminine. Et puis, on peut peut-être faire un parallèle entre la question de la santé féminine et ce qu'on a évoqué au-dessus juste avant sur le travail. Si on part effectivement du constat qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins faits par les femmes que d'autres, il aurait peut-être été intéressant aussi de regarder un petit peu les maladies du travail liées à ces métiers. Je pense simplement par exemple à l'exposition des coiffeurs aux colorants des teintures à cheveux qui est directement lié au cancer de la vessie. On peut penser aux femmes de ménage qui sont plus sujets visiblement aux fausses couches. Autant de choses qui justement ne sont pas du tout traitées et qui auraient peut-être trouvé leur place à la fois dans une dynamique économique et de santé au travail et à la fois dans les caractéristiques de santé des femmes en général. Ce rapport préfère se concentrer sur la place des femmes dans le sport et et leur présence aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même là pour le coup très très loin des réalités. Et puis il y a les questions de violence. Donc nous avons vu que les violences économiques n'étaient pas traitées, mais les violences physiques le sont, ou du moins partiellement. On y trouve quelques petits extraits concernant l'excision en France issus de femmes immigrées et de leurs filles, ainsi que des mariages forcés qui sont afférents. Et puis on trouve effectivement les femmes victimes de violences plus communément. Et ce qui m'a interpellée dans ce rapport, c'est que on a effectivement le gap sidéral entre les femmes qui se disent être victimes de violences, celles qui portent plainte, alors déjà il y a un trou, et entre celles qui portent plainte et là où il y a une condamnation. Et donc là c'est vrai que c'est effrayant parce que on se dit finalement où est la justice, et ce qui est encore plus grave, et moi là où je m'interroge, c'est quand on voit que durant le quinquennat de M. Hollande, on a fait passer la loi Taubira 2, dite la prison pour personne, qui a justement vocation à diminuer les peines de prison pour les auteurs de violences quand celles-ci sont de moins de 2 ans. On s'interroge justement de savoir, finalement, ces auteurs de violences sont-ils vraiment punis ? Quelles sont les suites judiciaires ? Parce que être déclaré coupable, certes, mais y a-t-il vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la justice, là, carrément ? Et nous n'avons pas les quorums des peines dans cet extrait concernant les violences faites aux femmes. Autre chose qui m'a aussi beaucoup interpellée, et là-dessus je pense que ça te fera réagir Sarah, c'est que le rapport a fait un très long passage sur les répercussions économiques des violences et leurs incidences sur les enfants, estimées à 3,6 milliards d'euros en hypothèse basse. Avec donc tous les postes, ils sont déclinés. On trouve par exemple le coût direct médicaux qui sont élevés à 290 millions d'euros, les coûts directs non médicaux, les coûts relatifs aux conséquences sociales, le coût humain, le coût de l'incarcération et donc des métiers de la justice. Et
et on trouve cette somme. Et donc les violences faites aux femmes coûtent de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on doit en tirer en fait ? Oui, encore une fois, ça prouve que le gouvernement et le rapport qui en émane a une vision très économico-centrée des problématiques liées aux femmes et des inégalités hommes-femmes. Puisque en fait, on a l'impression, quand on lit le rapport et quand on lit cet extrait notamment, que les inégalités hommes-femmes ne sont pas bien parce que ce n'est pas moral ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est pas une vision morale ou même par bienveillance envers les femmes. C'est parce que ça coûte cher et que ce sont des problématiques avant tout économiques et que ce ne sont pas des problématiques qui touchent les femmes parce que ce sont des femmes et qu'il faut y pallier parce que c'est moral de le faire. Non, c'est économique et ça doit être traité en tant que tel. Dans cette perspective, il me semble que attribuer le même salaire à une femme qu'à un homme à travail égal, certes, c'est bien moralement, c'est juste, c'est ce qui doit être fait, mais dans la perspective du gouvernement, ça et de l'idéologie économique qui règne sur notre société libérale libertaire, ça sert surtout à donner aux femmes du pouvoir d'achat, lui permettant de consommer et lui permettant de ravitailler les caisses du gouvernement à travers les impôts. Donc il me semble que ce n'est que ça, que en fait tout est économique et toute mesure servant l'égalité homme-femme est en fait une mesure qui va servir le système économique entier, et il n'y a pas de justice. On ne voit pas les problématiques des hommes et des femmes et les inégalités qui en découlent comme relevant de la justice, mais comme relevant de la pure économie. Exactement. En tout cas, moi, ça m'a vraiment choquée de voir ce coup étalé comme ça sur la table. J'ai trouvé ça à la fois obscène, à la fois sans sens, et je vois pas très bien qu'est-ce qu'on est censé en tirer. Sinon, effectivement, que c'est une motivation pour endiguer ces problématiques, et je trouve ça vraiment déplorable. Mais bon, on va finir quand même sur une note un petit peu plus joyeuse, parce que on est quand même des femmes honnêtes, et il y avait des bonnes choses aussi dans ce rapport, surtout une. Qui étaient les travaux effectués sur les indemnités journalières perçues pendant les congés maternité, qui seraient prises à hauteur de 125% dans le calcul de la retraite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On trouve aussi la prise en compte des trimestres de maternité pour les départs anticipés. On trouve des petites mesurettes pour les bas revenus et les petites retraites des femmes. Évidemment, ça n'est pas suffisant. Évidemment, ça ne traite pas les questions majeures et centrales que sont le poids du congé maternité qui pèse et sur les femmes et sur les entreprises qui les embauchent, alors même que ce poids c'est le poids de la génération. C'est quelque chose qui devrait être traité par l'État et non justement par des organismes privés ou par les femmes. Donc tout ça évidemment n'est pas traité, il n'y a pas de traitement de fond de ces problématiques-là, mais néanmoins c'est vrai que ça va dans le bon sens, et là on peut quand même les saluer. Pour conclure un petit peu sur ce rapport, il y avait des données intéressantes, des chiffres intéressants, mais voilà, toujours biaisés, toujours travailler dans une logique économiste, dans une logique bourgeoise qui ne traite pas les vraies problématiques des femmes, où les vraies femmes du quotidien ne sont pas présentes. Tout à fait, et c'est là qu'il me semble intéressant pour conclure cette émission, donc, de rappeler à nos auditeurs que le changement dans la vie des femmes et le changement en général dans la société ne se fera pas par le haut en bas du gouvernement, enfin de l'État à la population, mais elle se fera par le bas, j'en suis convaincue. Donc c'est à vous, dans la vie de tous les jours, d'accompagner vos femmes dans les choix qu'elles désirent. Et puis surtout, je pense qu'on peut inviter aussi les gens, au-delà de le faire dans son quotidien et de faire les petits actes de tous les jours, je pense qu'on peut le voir aussi d'un point de vue politique. Il est essentiel de prendre ces thématiques, de les mettre sur la place publique de gré ou de force, parce qu'elles sont nécessaires et parce qu'il y a des gens derrière. Et puis je rappellerai aussi, enfin pour terminer, que nous avons rédigé les 10 propositions que nous, en tant qu'Antigone, nous aurions souhaité voir, du moins sur le débat au moment des différentes candidatures présidentielles. Donc on vous invite à les lire, ça vous donnera peut-être une idée des propositions qu'on fait, au-delà des critiques que nous avons effectuées de ce bilan quinquennal, qui permettait surtout de mettre en lumière les creux, c'est-à-dire les absences. Et donc, nous allons conclure là-dessus cette émission. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, de ta participation. Merci, Sarah. Je t'en prie, merci Isole, à toi aussi. Et puis aussi, nous remercions nos auditeurs de leur écoute. Nous vous souhaitons une agréable soirée. À très bientôt au Café des Antigones.